Nous émettons à partir de Kinshasa en République démocratique du Congo. Il est 19h30, c'est l'heure de vous informer. Mais d'abord, les principaux axes. Planification familiale, un nouveau produit vient d'être mis sur pied. Il s'agit du Saïna Press. L'annonce a été faite en marge de la 3e conférence nationale de repositionnement de la planification familiale qui se tient en République démocratique du Congo. Et puis ils sont près de 900 ménages de déplacés du camp de Kiwanja qui ont officiellement quitté leur maison de fortune qu'ils ont occupée pendant plusieurs années. Vous suivrez dans ce journal le chef de cette cité qui se réjouit de cette étape qui selon lui confirme le rétablissement de la paix dans cette partie du pays. Et enfin, une fois de plus, la mission onusienne en RDC rappelle à la communauté tant nationale qu'internationale les objectifs lui assignés par la charte de l'ONU. Elle s'indigne contre les incitations à la haine à son égard. Le dernier cas en date avec l'affaire des tenues FARDC retrouvée entre les mains des casques bleus ukrainiens. Merci à vous de nous rejoindre. Je vous le disais, elle a fait le tour de l'actualité. Cette actualité donc au sujet des casques bleus ukrainiens qui avaient été retrouvés avec les tenues appartenant à la garde républicaine congolaise. Et le numéro 2 de la mission onusienne en RDC, Abdallah Wafi, rappelle les obligations de son institution et met en garde contre toute incitation à la haine. Il est au micro de Christian Elongo. Nous avons appris cet incident. Les investigations sont en cours. Nous coopérons avec ces investigations. Nous attendons le résultat. S'il est établi que ces Ukrainiens sont effectivement responsables de cet acte, ils seront sanctionnés conformément à nos propres. Je vous le rappelle, les Nations Unies ont un code d'éthique, de déontologie, un code de conduite qui s'impose à Martin Kobler jusqu'au dernier employé de la MONUSCO. Et tout celui qui violera ces dispositions sera soit rapatrié, soit sanctionné jusqu'à des peines d'emprisonnement. Personne n'échappe, notre politique tolérance zéro contre l'impunité. Des cas d'infiltration de l'armée congolaise, dans son corps, il y a eu de crainte pour la sécurité même du Raïs. Je n'invente rien. Haute trahison dans les rangs de la MONUSCO. Guerre de l'Est, les casques bleus ukrainiens trafiquant des uniformes FARDC. Excusez-moi, c'est du hooliganisme journalistique, ça. C'est du colonialisme journalistique. Les Nations Unies n'accepteront plus, je le dis, n'accepteront plus. Nous sommes les Nations Unies, nous sommes attachés à la liberté d'expression. Nous encourageons, nous sommes attachés au respect de la liberté de la presse. Nous l'encourageons, nous la soutenons, nous la défendons. Mais nous n'accepterons pas ces appels à la haine, ces incitations à la haine contre les Nations Unies, parce que les Nations Unies, c'est aussi la RDC. Autre chose, renforcement de la coopération douanière entre la RDC et l'Angola. Les administrateurs de ces deux pays viennent de signer un accord d'assistance mutuelle pour renforcer l'assistance douanière entre les deux pays et la proximité des deux nations. Il faudra le dire, connaît une activité intense commerciale à la frontière qui leur est commune, une coopération qui vient de renforcer ainsi les liens entre l'Angola et la République démocratique du Congo. La douane de la République démocratique du Congo et celle de l'Angola disposent désormais d'un instrument juridique indispensable dans la gestion et la promotion de la coordination mutuelle en matière douanière. Ces deux administrations ont procédé la semaine dernière à la signature d'un accord d'assistance mutuelle. Une signature qui intervient après un long processus de négociation et harmonisation tenu à Kinshasa et même à Luanda. La République d'Angola et la République démocratique du Congo partagent sur le plan géographique des frontières communes qui s'étendent sur des milliers de kilomètres, par lesquelles s'exerce un commerce intense et un trafic frontalier d'une importance non négligeable, nécessitant un cadre de coopération institutionnalisé pouvant permettre une fluidité des échanges ainsi que la sauvegarde de leurs intérêts économiques, fiscaux et sociaux. Le numéro 1 de la douane congolaise promet de veiller personnellement au respect de cet accord pour qu'il ne soudre les deux administrations plus performantes. Que désormais, nos deux administrations travailleront en étroite collaboration, en étant animées du même souci, celui de combattre toute forme de fraude et tout obstacle nuisible à la prospérité des activités commerciales, pouvant concourir au bien-être de nos populations. La partie angolaise promet également son implication. Avec cette signature, nous allons donc actualiser le plan d'action que nous avons déjà élaboré ensemble
Nous allons donc actualiser ce plan d'action justement dans le cadre d'appliquer ce qui a été, donc ce qui fait partie ou ce qui a été recommandé dans cet accord. L'accord entre la DGDA et le SNA prévoit entre autres l'échange mutuel des renseignements sur les mouvements transfrontaliers des marchandises, la recherche des infractions aux législations douanières, ainsi que l'assistance technique mutuelle, pour ne citer que ceci. Et puis sachez que des perspectives d'avenir s'annoncent à l'Institut de recherche biomédicale, où le directeur général fait un plaidoyer en faveur davantage de ressources humaines et financières, un capital, il faudra le dire, déterminant pour mener les activités de l'Institut à bon port. Le professeur Mouyembe et Tafoum s'adressaient ce mardi à l'occasion de la célébration du 30e anniversaire de l'INRB. L'Institut national de recherche biomédicale célèbre ce 8 décembre ses 30 ans d'existence au service de la population congolaise. À l'occasion de cette célébration, l'INRB organise du 4 au 6 décembre prochain un congrès autour du thème « Pathologies émergentes et réémergentes d'origine infectieuse et non infectieuse ». Face à la presse, le directeur de l'INRB évoque les capacités de cet institut de recherche qui est également devenu un laboratoire national de santé publique. Nous sommes parvenus donc à faire les transferts de technologies ici à l'INRB. Nous avons des machines, nous avons donc des techniques qu'on utilise aux États-Unis, au Japon et en Europe. Et la première chose que nous avions fait, c'est quoi? C'est d'abord former des techniciens de haut niveau. Et la plupart de nos techniciens ont suivi une formation très solide, n'est-ce pas, en Afrique du Sud, en Angleterre, en Belgique, en France, aux États-Unis. 30 ans d'excellence dans la recherche et la surveillance biologique de maladies, l'INRB a besoin de plus de moyens financiers pour son fonctionnement. De temps en temps, nous recevons les subsides de l'État, mais ce n'est pas régulier. C'est pas régulier. Nous émargeons, n'est-ce pas, au budget de l'État, mais recevoir l'argent là qu'on a prévu, ça c'est un autre problème. Je crois que depuis que je suis là, nous avons reçu les subsides de l'État, je crois, 2 fois. Les Français. Le docteur Mouyembe a également saisi cette opportunité pour rappeler aux autorités que la recherche coûte cher. Il faut des ressources humaines, matérielles et surtout des moyens financiers. Et en rapport toujours avec des questions de santé, la 3e conférence nationale sur le planning familial s'est ouverte également ce mardi ici sur place à Kinshasa. Des assises, il faudra le dire, axées essentiellement sur l'effort pour éradiquer la mortalité maternelle et infantile et permettre ainsi aux familles congolaises de s'épanouir sainement. C'est parti pour les activités de la 3e conférence nationale sur les repositionnements de la planification familiale. Axée sur le thème planification familiale, pilier du développement socio-économique de la RDC, cette grande messe de la planification familiale implique le gouvernement, étant donné que les indicateurs de santé maternelle et infanto-juvénile en RDC ne sont toujours pas au vert. L'initiative du repositionnement de la planification familiale constitue donc pour le ministère de la Santé publique et pour l'ensemble du gouvernement de la République à la fois une opportunité et un pari pour l'émergence de la République démocratique du Congo à l'horizon 2030. Le repositionnement de la planification familiale est donc crucial car jusqu'à ces jours, la prévalence contraceptive est encore faible. Les données de la dernière enquête démographique et de santé EDS 2013-2014, comparée à celle d'une enquête similaire réalisée en 2007, signalent un taux de mortalité maternelle en croissance, soit 549 décès maternels pour 1000 naissances vivantes en 2007 contre 846 en 2013-2014. Plusieurs partenaires œuvrent pour l'accessibilité des services de planification familiale, dont l'ONGC Change et même l'UNFPA. Considéré comme un achat recommandé parmi les investissements dans le secteur de la santé, la planification familiale est l'une des interventions les plus rentables. Les pays qui investissent dans la planification familiale récoltent des avantages immédiats dans le domaine de la santé et de l'éducation, avec des bénéfices qui couvrent aussi bien le domaine social que celui de l'environnement et qui ont des répercussions bien au-delà des seules générations. La planification familiale est donc très importante pour la RDC,
au regard du rythme très rapide de l'accroissement de la population qui, selon les projections des experts en démographie, pourrait atteindre 100 millions d'ici 2025. Et comme annoncé à l'ouverture de cette édition d'actualité, un nouveau dispositif amélioré pour permettre l'accès aux femmes à la planification familiale est désormais mis à la disposition de toute la population congolaise. Saïna Press est l'une des méthodes contraceptives très efficaces. Images et commentaires. C'est en marge de la 3e conférence nationale de repositionnement de la planification familiale en RDC qu'une formation de prestataires, infirmiers et accoucheurs sur un nouveau dispositif auto-injectable dénommé Saïna Press s'est tenue à l'hôtel Sultani. Un nouveau produit qui entre dans le cadre de l'élargissement de la gamme des contraceptifs. Saïna Press est une amélioration du Depo-Provera avec un dosage un peu plus faible du DMPA, 30% moins de DMPA dans le Saïna Press que le Depo-Provera, et aussi un système qui injecte, un système de conditionnement qui facilite l'injection. C'est une dose pré-remplie et ça s'injecte en sous-cutané alors que le Depo-Provera est injecté en intramusculaire. C'est un dispositif auto-injectable avec peut-être une autre différence que par rapport au principe actif. Il y a au moins 30% de moins que le Depo-Provera, ce qui a une incidence directe sur le fait qu'il y a moins d'effets secondaires avec le Saïna Press qu'avec le Depo-Provera. La formation a été assurée par Toulaine International avec l'appui de la fondation Bill et Melinda Gates. Celle-ci a constitué pour le corps médical une formation et une éducation. Nous remercions d'abord les organisateurs de cette conférence, le Programme national de la santé et de la reproduction, qui nous a invités à une journée d'information, de formation et d'éducation sur une des méthodes de planification familiale. Nous avons donc participé, nous avons suivi l'information scientifique. Nous voyons comment il peut s'appliquer dans notre pays. Cette méthode contraceptive moderne et améliorée des Depo-Provera va faciliter l'accès aux femmes à la planification familiale. La Ligue nationale de la zone Afrique des enfants et élèves a procédé ce mercredi à la présentation de son rapport de l'enquête descriptive et transversale sur le traitement des dossiers judiciaires aux violences sexuelles dans les villes de Kinshasa et de Kikwit, une démarche qui s'inscrit dans le souci de réhabilitation judiciaire des victimes de violences sexuelles. La République démocratique du Congo, plus particulièrement ces villes de Kinshasa et de Kikwit, font état de 30% de viols commis entre mineurs, 41% de viols commis entre majeurs et mineurs et 27% entre majeurs. Ces chiffres ressortent du rapport de monitoring des dossiers judiciaires de femmes et enfants victimes des violences sexuelles au cours de la période allant de 2011 à 2012. Une étude menée par l'ONG de droits de l'homme l'ISADEL. Ce rapport que nous avons mis sur la place publique consistait à pouvoir étaler les bévues que commettent les magistrats dans les juridictions. La loi sur la violence sexuelle fixe la peine pour tous les auteurs de violences sexuelles. Lorsque la peine est établie, l'auteur doit être condamné. La peine doit varier entre 7 et 20 ans. Cette étude révèle également que la commune de Kalamou vient en tête avec près de 29,5% sur le cas de viol détecté à travers les 5 juridictions. Elle fait remarquer en outre que plus de 80% de peines infligées vont en deçà de la peine légale, ce qui pourrait expliquer cette recrudescence de cas de viol, d'où la prise en compte de certaines recommandations. Nous avons recommandé à l'autorité publique d'être beaucoup plus regardant pour sanctionner tous les magistrats qui retiennent des peines dérisoires contre les auteurs de violences sexuelles, de pouvoir intensifier l'éducation civique dans les écoles pour permettre aux enfants de renforcer les capacités en termes de morale, pour qu'au niveau de l'école, qu'on intègre l'éducation civique, qu'on intègre les valeurs morales, ça va permettre à ce que nous ne puissions pas continuer à vivre ce que nous vivons. La LISADEL encourage par ailleurs la population à dénoncer toute forme d'infraction liée au viol en vue de pallier cette situation. Et après l'implantation de la Maison des femmes au Burundi, dont l'impulsion lui a valu le prix de Femme de Paix 2012, Louise Gondou ambitionne de relever le challenge au niveau de son pays, donc la RDC, en renforcement des capacités des femmes, surtout celles vivant en milieu reculé. C'est ce qu'elle expliquait au micro de Julie Sifou.
On a lancé une maison des femmes à Kananga, à Mbujimaï. Au mois de mars, il y a une maison que nous allons essayer de lancer à Madimba. À quoi consiste finalement cette initiative ? C'est d'aller quelque part, voir ce qui existe comme association ou groupement de femmes ou de jeunes filles, essayer de les rassembler au sein d'une maison et travailler au renforcement des capacités des femmes. Renforcement des capacités des associations, aide aux femmes, mais en ciblant 3 domaines d'action, l'éducation, la santé et les activités génératrices de revenus. Nous pensons sincèrement que pour arriver, que ce soit la concrétisation de la parité que nous consacre la Constitution congolaise ou même la résolution 1325 sur les femmes, la paix et la sécurité, c'est à la base que tout ce travail doit se faire. Et nous pensons que dans l'arrière-pays, il y a encore beaucoup plus à faire que dans les grands centres urbains comme Kinshasa. C'est un challenge, il faut beaucoup. Voilà pourquoi, quelque part, au niveau de Bruxelles, j'ai beaucoup sensibilisé non seulement les femmes congolaises, mais aussi les femmes européennes qui sont en Afrique, qui veulent faire quelque chose en Afrique pour les femmes et les jeunes filles. Je me suis dit, nous pouvons concentrer ces expertises et les mettre au service des femmes et des jeunes filles. Des propos recueillis par Julie Essefou. Allez, changeons de registre pour parler cette fois-ci infrastructure avec le ministre en charge des ITPR qui se trouve actuellement dans la province du Maniema où il est allé inspecter l'état de la nationale numéro 3 axe Kindu-Kasonga, une descente qui a permis de se rendre compte de l'état du dit tronçon qui devient, il faudra le dire, de plus en plus praticable. Durant 2 ans, soit à partir de septembre 2012, la route nationale numéro 31, dans son tronçon allant de Kindu à Kasongo, dans la province du Maniema, a connu d'intenses travaux. La brigade d'entretien de l'office de route 1002 s'est attelée à remettre en état cette importante route de desserte agricole. Traversant les villages Mabikwa, Kayuyu, Kunda, Kipaka pour atteindre Kasongo, les 230 km sont aujourd'hui dans un état des plus appréciables. Rechargée systématiquement avant d'être compactée, cette route présente une nouvelle image grâce à un financement obtenu dans le cadre du programme intégré de relance de l'agriculture au Maniema, PIRAM en sigle. En compagnie de son collègue de l'agriculture, Jean-Chrysostome Vamwiti, et du vice-ministre des Finances Roger Choulungu, Fridolin Kaswechi, ministre en charge des travaux publics, a inspecté cette route ce mardi 2 décembre, un jour avant sa réception définitive par le gouvernement de la République. Plusieurs dallos y ont été construites par l'UNOPS à travers certaines petites et moyennes entreprises et l'office de route a notamment jeté un nouveau pont Songwe 2, un pont à caractère définitif. 6 autres ponts sont à construire sur cette route et 32 dallos pour le passage des eaux. Ici, la joie d'un motard usager de cette route. On sait déjà voir que le trafic absent de ce tronçon car impraticable il y a 2 ans a repris. Il ne reste plus qu'à susciter dans le chef de la population un retour à la production agro-pastorale pour valoriser cet investissement. Vous l'avez compris, il s'agissait de la nationale numéro 31, axe Kindu-Kasonga. Toujours en province, cette fois-ci dans le Nord Kivu, le bureau de l'Assemblée provinciale de cette juridiction prévoit entendre les numéros 1 de la CENI et de la police en province pour tenter de trouver une issue favorable au problème de monnayage des procès-verbaux, d'obtention des duplicata des cartes d'électeurs censées être pourtant gratuites. La motion est du député provincial Simon Kazungu. Correspondance de Patrick Sialois. C'est dans une motion incidentielle au cours de la plénière de ce mercredi que le député provincial Simon Kazungu a soulevé ces problèmes. L'élu de Butembo qui voit déjà les pires à l'horizon tire la sonnette d'alarme. Quant à ces... Il y a un problème qui est en province du Nord Kivu, c'est qu'il y a peu de temps que nous avons suivi des communiqués qui disaient que les gens pouvaient passer à la CNI récupérer des duplicata de leurs cartes d'électeurs s'ils les ont perdues. Vous savez, ce sont ces cartes d'électeurs qui
nous servent des cartes d'identité aussi. Il y a une grande surprise, c'est que pour avoir un PV, parce qu'on ne peut pas vous donner le duplicatage si vous n'avez pas un PV d'un OPJ. On demande à la population plus ou moins 10 000 francs pour accéder à ces PV. Donc vous voyez le nombre de gens qui ont eu leur maison brûlée, d'autres gens qui se sont déplacés parce qu'ils ont fui la guerre. Et à qui on demande 10 000 francs, soit 20 000 francs pour accéder à ces PV, c'est un sérieux problème. Notre souhait est que les gens obtiennent facilement ces cartes en duplicata et que ce soit gratuit, comme l'a si bien dit le responsable de la CENI. L'on risque d'octroyer des duplicata à des étrangers si ce système de monnayage des PV par les OPJ perdure, a déclaré Simon Kazungu. Vous venez, vous êtes burundais, vous êtes rwandais, vous êtes ougandais, vous dites j'ai perdu ma carte et que nous risquons de glisser dans d'autres erreurs, honorable président, où on risque de donner à des gens de PV et dire bon, naoui à l'hypothésaka, honorable président, je voulais que nous puissions réfléchir sur ce problème-là, parce que nous risquons de retrouver tout le monde avec les duplicata et que même les gens qui ont droit à ces duplicata n'y accèdent pas parce qu'ils n'ont pas les moyens de payer au niveau des OPJ. Tous les députés à l'unanimité ont opté pour la convocation par les bureaux de l'Assemblée provinciale des numéros 1 de la CENI et de la police en province pour tenter de trouver l'issue favorable à cet épineux dossier. Et puis je vous l'ai dit à l'ouverture de ce journal, les 900 ménages des déplacés du camp de Kiwanja ont officiellement quitté leur maison de fortune qu'ils ont occupée pendant plusieurs années. Action saluée par le chef de cité de Kiwanja qui croit lui au rétablissement de la sécurité établie donc dans cette entité car ces déplacés constituent, il faudra le dire, le vecteur de l'insécurité dans la région. Une fois de plus, il est au micro de Patrick Sellois. Michel Magenda, chef des cités de Kiwanja et autres autorités de Rutshuru, étaient tôt ce mercredi matin à l'œuvre pour démanteler ces camps, sur ordre du gouverneur Julien Paluku Kaongia qui a visité ces camps mardi. Mais déjà, les déplacés eux-mêmes commençaient à quitter volontairement ces camps, ce qui a réjoui ces chefs de cité. Voici que ce matin, les déplacés eux-mêmes étaient en train d'emballer leurs bagages. Ils ont détruit eux-mêmes leur hutte. Présentement, vous m'appelez, nous sommes à l'œuvre. Nous sommes en train d'embarquer les déplacés. Le véhicule de Nyanzale vient de partir. 3 Foussons vers Binza viennent de partir. Nous attendons s'il y a des retardataires pour les embarquer aussi. Mais tout était fin prêt ce matin à 6h30. 3 camions Foussons sur Binza, 1 camion sur Nyanzale. Le camp est vide. Le chef de cité de Kiwanja pense qu'avec le démantèlement de ces camps, son entité aura la sécurité. Nombreux étaient de Kiwanja infiltrés dans le camp. C'est pourquoi il y avait beaucoup de banditisme dans ce camp, dit camp Monisco de Kiwanja. Oui, nous allons respirer parce que ce camp vraiment était devenu pour nous une casse-tête. Le gouverneur a été clair, il a dit vous êtes mes frères, je ne voudrais pas continuer à vous voir souffrir dans ce camp de misère. Ceux qui prétendaient vous assister éternellement, qui vous suivent, vous assistez comme retournés. En outre, certaines informations en provenance de Rutshuru parlent du pillage imminent du poste frontière de Bunagana et des localités environnantes par les FARDC. Ces militaires loyalistes menaceraient de faire ces pillages pour réclamer leurs 2 mois d'arriérés, affirment nos sources. Place à présent à l'invité du journal. L'invité du journal reçoit pour vous Amon Dianguinda qui est maestro de la symphonie kimanguiste. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci. Alors avec vous, nous allons décréter un tout petit peu cet anniversaire 20 ans déjà de votre orchestre. Première question, comment expliquer cette explosion, cet anniversaire 20 ans après? On est toujours aussi actif. Oui, en fait, tout c'est le travail et également beaucoup de patience et des sacrifices. Pendant 20 ans, on a eu à travailler, on a eu à pousser nos connaissances plus loin. Et c'est ce qui nous a amenés là où nous sommes aujourd'hui. Il faudra le dire, vous n'êtes plus que national, mais également international. Comment est-ce que vous-même, aujourd'hui, vous le justifiez, votre présence sur la scène internationale? Je pense que c'est l'histoire qui a plus intéressé les gens. Et surtout voir un tel orchestre là où on n'a pas eu de moyens pour monter un tel orchestre sans avoir de professeurs ni des instruments. On a eu à travailler assez dur pour arriver là où on est. Alors c'est ce qui a fait que cette histoire a émerveillé plus d'une personne et cela nous a amenés aujourd'hui à travers le monde.
Alors 20 ans, quel est le programme qui est établi justement pour cet anniversaire? Oui, ce soir, d'abord, l'orchestre fête avec ses membres d'honneur ainsi que le musicien et les membres de famille. Mais le vendredi, on a un concert à l'hôtel Béatrice. Là, on va partager un moment avec tous les Congolais qui seront là. Alors, est-ce qu'on peut s'attendre à une particularité de cette soirée de vendredi, d'autant plus qu'on sait déjà que vous êtes très souvent sur scène. Est-ce qu'il y aura une particularité? Oui, il y aura des enfants, disons les juniors de l'orchestre, parce qu'on s'est dit depuis 2 ans passés qu'on devait penser à l'avenir. Donc il y aura des enfants qui vont également jouer à cette soirée-là. Dernière question, comment est-ce que vous voyez par exemple dans 5 ans ou 10 ans, sans vous, l'orchestre sans vous, parce qu'il faudrait le dire que vous avez toujours été là? Je crois que pour l'instant les musiciens ont encore besoin de moi, mais là je suis en train de préparer quand même la relève parce que je me dis que je n'aurai pas toujours l'occasion d'être là, donc on doit penser à l'avenir. Je pense qu'il n'y aura aucun problème pour cela. Vous êtes optimiste? Oui. Voilà. Je rappelle que vous êtes Armand Ondianguenda, maestro de la symphonie Kimongif. Nous profitons également pour vous dire un joyeux anniversaire, peut-être un mot à l'adresse de tous ceux qui vous suivront à travers le monde. Je voudrais remercier avant tout tous les Congolais parce qu'ils nous ont soutenus pendant ces 20 ans. Certes que ça a été difficile, mais ils ont toujours été là. Et j'espère que cela va continuer dans ce sens-là. Armand Ondianguenda, merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. C'était l'invité du journal. Vous êtes très nombreux à nous suivre à Port-Gentil. Au Gabon, je vous retrouve demain, même chaîne, même heure, avec le même plaisir.